Bonjour. M'entendez? Oui, bonjour. Bienvenue à tous. Bienvenue à cette présentation conjointe Commvault et ITI sur la cyber-résilience, les ransomware et les autres cyberattaques. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter nos panélistes. Donc, moi-même, Marco Lachance, qui travaille chez ITI depuis maintenant plus de 14 ans, depuis plus de 34 ans dans les TI. Donc, j'ai passé à travers pas mal toutes les panoplies des différentes sphères des TI. Donc, j'ai commencé dans la virtualisation, que ce soit la virtualisation Unix, la virtualisation VMware, l'infrastructure de sauvegarde, l'infrastructure de SAN. Donc, bref, avec mon âge, j'ai pas mal touché à tout. Donc, je me spécialise depuis maintenant près de 14 ans, principalement avec Commvault. Donc, avant Commvault, j'ai fait d'autres produits comme ADSM, TSM, Spectrum Protect. Donc, mais maintenant, je focus principalement sur Commvault. Donc, avec mon expérience, j'ai maintenant mon collègue Carl qui s'est joint à moi, Carl Bro qui s'est joint à moi chez ITI, et on a nos partenaires d'affaires, Jérôme Laflamme et Patrick Parent, donc avec lesquels nous allons faire l'interaction, la présentation d'aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, je passe la parole à mon confrère Carl. Merci, Marco. Bon. La question d'aujourd'hui, êtes-vous cyber-résilient? Premièrement, bien, ça veut dire quoi, être cyber-résilient? C'est quoi avoir une stratégie de cyber-résilience? Puis pourquoi je voudrais une stratégie de cyber-résilience? Parce que le monde a changé. Le monde a changé à la vitesse de l'éclair. Juste les 5 dernières années, pensez-y, combien de fois on se fait attaquer par jour ou tentatives d'attaque? Je reçois constamment des courriels, je reçois constamment des textos, des appels téléphoniques. On nous attaque partout. Bien, l'entreprise, le monde des TI, c'est la même chose. On se fait attaquer de toutes parts. Vous le savez, vous le vivez tous les jours, n'est-ce pas? Une étude américaine a révélé que juste dans la dernière année, 75 3 sur 4 entreprises ont subi des tentatives d'attaque. C'est beaucoup, là. Heureusement, la plupart sont neutralisés, mais malheureusement, il y en a qui percent. Puis on ne peut plus se cacher la tête dans le sable. Ah non, c'est juste les grosses compagnies américaines qui attaquent. Non, non, c'est pas vrai. 41 des petites entreprises ont aussi été attaquées. Ils attaquent tout le monde unilatéralement maintenant. Puis maintenant, ils sont plus sournois. Hein? S'ils réussissent à rentrer chez vous avant de vous attaquer, bien, ils ne vous attaqueront pas tout de suite. Non, non. Maintenant, ils rentrent par la porte en arrière, qui est débarrée, s'assoient dans le salon, regardent Netflix, se font un petit popcorn, attendent que tout le monde aille se coucher. Là, quand tout le monde est couché puis dort, bang! C'est là qu'ils vous attaquent. C'est là qu'ils vous attaquent. C'est là qu'ils vont encrypter vos données. C'est là qu'ils vont même essayer de neutraliser votre système de sauvegarde. Cette période d'incubation-là, 204 jours en moyenne. 204 jours, oui! Effectivement. Ce qui fait que aussi les entreprises qui se font frapper, qui sont vraiment victimes, ça prend en moyenne 21 jours avant de se relever. Ça, c'est 21 jours où vous devez continuer à payer votre personnel, vous devez continuer à payer les factures, mais malheureusement, il n'y a plus de revenus qui rentrent. C'est pour ça qu'année après année, systématiquement, les entreprises investissent 9 de plus que l'année précédente en budget pour la cybersécurité, la conformité, la gouvernance, à cause de ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas regarder les sauvegardes comme on le fait depuis... Je le savais. Merci beaucoup. Comme on le fait depuis les dernières décennies. Depuis les dernières décennies, là, les manufacturiers de sauvegarde ont attaqué, ont amélioré leurs produits, toujours sur les mêmes 3 dimensions de la sauvegarde. Moi, j'appelle ça les 3 dimensions de la sauvegarde. La première, c'est pas compliqué, les charges de travail. On en rajoute toujours de plus en plus. On sauvegarde plus d'applications, la virtualisation, les applications cloud. Donc, c'est une des dimensions qu'on attaque. On attaque la vitesse des sauvegardes, la vitesse des restaurations. Pour faire ça, on a entré des nouveaux types de sauvegarde, des synthétiques full. On a changé les médias pour accélérer les choses, pour toujours rencontrer des meilleures vitesses. Puis en changeant de médias, ça nous a permis aussi, en combinant ça avec des technologies de déduplication, de pouvoir augmenter la rétention. Donc maintenant, on garde toujours de plus en plus de données sur les mêmes médias. On est capable, à cause de la déduplication, des choses comme ça. Mais il y a maintenant une 4e dimension qu'il faut
vraiment considéré comme entreprise, ça veut dire la validité de mes données. Donc, non seulement je dois les protéger, mes données, mais c'est plus vrai de juste dire, ah ben, tant que tu as 2 copies de tes sauvegardes, t'es correct. S'il y en a une que tu détruis par accident, mais tu en as une autre, tu vas être capable de la recréer. Il n'y a pas de problème. Juste 2 copies de tes sauvegardes. Non, maintenant, il faut aller plus loin que ça. Il faut que je protège mes données à tout prix parce que maintenant, il y a des mauvais acteurs qui essayent de les accéder puis de les compromettre. Ça veut dire qu'il faut que je mette des mécanismes de sécurité en place. 2 niveaux d'authentification. 2 niveaux d'approbation. Mais il faut que j'aille plus loin que ça. Il faut que je m'assure que personne ne puisse transformer ou supprimer mes données. Donc, il faut que je limite l'accès. Il faut que j'introduise des technologies d'air gap, des technologies d'immuabilité. Donc, c'est vraiment important d'évaluer cette 4e dimension-là maintenant. OK? Donc, moi, comme individu, je travaille pour une organisation, bien, je veux devenir cyber-résilient. Comment je procède? Quelle route je dois suivre pour devenir cyber-résilient? Par où je commence? Bien, une des... Clic. Point, là. Bon, et voilà. Une des premières choses que je dois faire avant de pouvoir même protéger mes données, c'est de comprendre où sont mes données. Les données de nos jours sont éparpillées partout. Où est-ce qu'elles sont? Qu'elles contiennent des données sensibles pour pouvoir les protéger. J'aurais besoin d'un outil pour pouvoir les localiser, les trouver celles qui ont des données sensibles, puis les classifier afin que je puisse bâtir mes stratégies de protection de données. Est-ce que dans la suite Commvault Cloud, il existe un produit qui pourrait m'aider à atteindre ce but-là? Patrick? Merci, Carl. Dans Commvault, qu'est-ce qu'on appelle? C'est le risk analysis. Okay? C'est une analyse de risque. Dans cette analyse de risque-là, c'est de comprendre notre donnée, où est-ce qu'elle est située. Elle peut être aussi bien on-prem que dans le cloud. Il faut être capable de la protéger. Puis pour ça, il faut comprendre le risque. Mais pas juste au niveau de la donnée. Il faut aussi être capable de comprendre le risque à l'intérieur de nos fichiers. Okay? Donc, le contenu. Parce que ça peut arriver des fois, puis je sais, j'étais coupable, je suis le premier coupable. Des fois, on a des implantations, il faut qu'on l'accélère, notre implantation. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, attends un peu, regarde, je vais t'envoyer notre fichier de config ou un mot de passe. On envoie ça par courriel. OK, on a déployé vite, mais maintenant, je viens de compromettre peut-être un risque. Je viens d'ajouter un risque à ma donnée. Donc, il faut que je sois capable de découvrir ça. Puis l'analyse de risque va vous permettre de trouver la différence. Donc, au niveau de l'analyse de risque, on va regarder à minimiser notre surface, OK? Parce qu'on veut s'assurer de protéger la donnée comme il le faut. Il faut avoir, pas toutes les données ont besoin d'avoir le même type de protection. Puis combien de fois j'entends, OK, on protège la donnée pour toujours. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, ou est-ce qu'on vous donne, on ne sait pas combien de temps qu'il faut la protéger, on la protège pour toujours. Ce n'est pas toutes les données qui ont besoin d'être protégées pour toujours. Donc, en analysant le risque, on va aussi comprendre la portée de la protection de ces données-là. Dès qu'on comprend qu'est-ce qu'on doit protéger et non, aussi, on va pouvoir optimiser notre stockage. Ça fait-tu du sens? Merci beaucoup. Je pense qu'on a tous vécu ça, hein, n'est-ce pas? Donc, là, maintenant, j'ai trouvé mes données. Je sais lesquelles sont critiques, celles qui sont moins critiques. Puis, je suis prête à les protéger. OK. Mais avant même de protéger mes données, moi, là, après ma barre, là, j'aimerais ça. On peut-tu les arrêter, ces attaques-là? Y a-t-il moyen d'arrêter les attaques? Ou du moins les limiter en périphérie, puis les neutraliser avant même qu'elles viennent attaquer nos systèmes critiques? Il me semble que j'aurais besoin d'un produit comme ça. Est-ce que dans la suite, Commvault Cloud, il existe un produit qui peut faire ça? Patrick? Oui, OK. Dans Commvault Cloud, oui, on a parlé de l'analyse de risque. Mais maintenant aussi, on peut déployer des leurres en place. On peut être proactif. On la protège, cette donnée-là. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre
utiliser un feature pour permettre de protéger ou d'activer pour que nos équipes de sécurité soient au courant de qu'est-ce qui se passe avant même qu'on se fasse attaquer. Donc, on va parler du système, du feature qu'on appelle ThreatWise. OK? Donc, ThreatWise, c'est quoi en tant que tel? C'est qu'on va déployer des leurres. On veut que ce monde-là aille sur ces leurres-là, puis toutes ces leurres-là ont des capteurs. Ces capteurs-là sont connectés directement dans notre ThreatWise Security Console, où ce que ça, nos équipes de sécurité, donc on peut aussi les intégrer avec les services de sécurité pour qu'ils reçoivent les alertes. Donc, on va être proactif, puis souvent, c'est là qu'on oublie de changer la slide. Donc, on peut être proactif avec ThreatWise pour ça. Le security, hein? Je suis rendu à quoi? C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je faisais du millage sur l'autre avant. À la prochaine. Donc, si je comprends bien, puis moi qui ai un beau-père qui est chasseur, tu es en train de me dire qu'on peut déployer des decoys pour attirer. T'en plein Là, ça. par Et la on est suite, pas. on est capable de les neutraliser. Les J'adore fameux ça. on est potes. J'adore ça. Parfait. Donc, mais si, disons, j'ai baissé ma garde un petit peu, puis malheureusement, j'ai laissé une porte ouverte, puis quelqu'un réussit à rentrer, puis commence à vouloir infecter mes systèmes. Moi, j'aimerais ça, là, pas m'en rendre compte 3 jours plus tard, quand il a encrypté des terabytes de données. J'aimerais ça m'en rendre compte tout de suite. La minute qu'il commence à jouer avec mes systèmes, ça me prendrait un produit, je pense qu'on comprend le principe, un produit dans Suite Commvault qui doit faire ça. Est-ce qu'il y en existe un, Patrick? Merci, Carl. Oui, encore là, on a un tableau de bord, on a un dashboard. OK? Puis dans ce dashboard-là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que on a, à place d'avoir juste des checklists, des checkbox qui vous disent oui, 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 on vous a mis un score. OK? Donc, c'est comme, on pourrait dire, un jeu où ce que là, on est rendu à 98 ou 89 que vous êtes protégé. Donc, le score, c'est quoi? C'est quoi le but? C'est de monter notre score, de le monter à 100 Donc, avec ça, le Security IQ va nous permettre de suivre notre progression. Pas seulement suivre la progression pour dire, mais aussi de vous donner des recommandations. OK? Pour atteindre, pour améliorer notre score. Ensuite de ça, avec Security IQ, on a nos recommandations. On est capable aussi de voir les différentes, comment je pourrais dire, toutes les actions qui se passent en temps réel. OK? L'intelligence artificielle aussi, elle nous donne des métriques à suivre, des recommandations à faire pour protéger notre environnement. Parce qu'oubliez pas, comme que Carl disait tantôt, on est en train de changer. Il faut changer notre mindset à protéger nos données. Nos données, ce n'est plus un simple backup dans le temps. Maintenant, il faut regarder la donnée sur une période, un laps de temps. Parce que le ransomware, ce n'est pas fixe dans le temps. Je suis rentré, puis j'ai commencé à planter mes petites configurations pour qu'à une période X, à un moment donné, je déploie toutes mes, on pourrait dire, mes mauvaises intentions ou ce que je vous mets down. Mais ça, c'est une période de temps. Puis, avec le Security IQ, ça va me permettre de voir certains détails, certaines informations. Merci, Patrick. Ben oui, merci. Security IQ, j'aime ça parce que moi, je ne suis pas intelligent. Fait que moi, j'aime ça que quelque chose qui me dit, bon, ben là, tu es rendu là, puis le prochain step, c'est ça. J'adore ça. J'aime ça, cette idée-là. OK, parfait. Mais si jamais quelqu'un m'attaque puis encrypte mes données, bien là, je vais être obligé de les restaurer. Mais encore faut-il que j'aie des données à restaurer. Qu'est-ce qui arrive si le mauvais acteur encrypte même mes données de sauvegarde ou les détruit? Dans le fond, ce que j'aurais besoin de quelque chose qui pourrait protéger mes données pour qu'elles soient inatteignables puis qui les rende indestructibles. J'aurais besoin, pas un bunker anti-nucléaire, là, mais un bunker anti-ransomware à la place. Y a-t-il un produit qui fait ça? Ben, je vais te dire que oui. OK. Ransomware, comme Carl disait, c'est fait à travers le temps. Puis, j'ai déjà été, on pourrait dire, victime d'un ransomware. On parle de ça il y a 10-11 ans. Puis c'était quoi qu'ils ont fait? C'est que je les protégeais, moi, avec des snapshots, mais j'ai été
chanceux parce que je l'ai découvert assez vite. Mais c'est quoi le but d'une mauvaise personne? C'est de déliter tous ces points de recouvrement-là. Donc, faire sûr de prendre plus de snapshots. En prenant plus de snapshots, il va expirer mes bons snapshots pour mettre des snapshots encryptés. La seule façon de le voir, c'est vous regardez vos scènes, regardez toutes les taux de dedupe, là, ça s'en va down the drain. OK? Donc, ça, c'est la façon que je l'ai vu. Comment que j'aurais pu faire pour me protéger? C'est là que l'immuabilité, mettre une copie immuable, OK? Il n'a pas voulu avancer. Et de 2. Et de 3. Bon. On est à bonne place. Donc, on essaie d'aller chercher l'immuabilité. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui va vous protéger contre le ransomware. Parce qu'à un moment donné, toutes vos données vont être encryptées si vous les laissez aller. Vous vous retrouvez devant une page où ce qui vous dit « On veut vous redonner vos données moyennant une petite contribution de votre part. » OK? C'est ça le ransomware. Donc, si on veut se protéger contre ça, il faut que je puisse retourner aller chercher des données qui sont immuables, qui n'ont pas été modifiées. Parce que c'est ça l'immuabilité. On veut des données immuables. Parce que si moi je suis le mauvais acteur, je vais venir les effacer. Là, je peux me protéger en mettant l'immuabilité. Donc, pour le cloud, on a ce qu'on appelle Air Gap Protect. Vous allez entendre AGP. Okay? Ça, c'est le nom que, pour les habitués, on parle tout le temps d'AGP. Okay? Puis Air Gap Protect, c'est un stockage immuable qu'on a dans le cloud. On l'a en deux différentes. Okay? Puis, n'oubliez pas, présentement, on est fixe dans le temps, la technologie évolue. Donc, ça se peut que dans 2 semaines, ou ça se peut que quand je donne le micro à Jérôme, ça se peut qu'il vous dise « Oh, hey, by the way, on a des nouveaux updates. » OK? Mais le Air Gap Protect, c'est notre solution dans le cloud pour mettre nos données immuables. Pourquoi qu'on parle d'AGP? Parce qu'on va vous donner un front-end terabyte, on va dire, on va vous charger tant du front-end terabyte pour protéger vos données. Si vous voulez le faire, bring your own storage. Vous pouvez aller dans AWS, dans Azure, faire votre stockage. Mais AGP, qu'est-ce qu'on vous donne de plus? C'est qu'on vous donne un frais par terabyte, donc facile à dire, bon, mais moi, par mois, ça va me coûter tant. On comprend tous les frais d'egress, tous les frais qu'il y a en arrière que vous ne voyez pas. Juste bring your own storage. À chaque fois que vous faites une requête, vous payez pour cette requête-là. À chaque fois que vous faites un frais de recouvrement, vous payez pour ce frais d'egress-là. Mais quand on vous charge par terabyte pour AGP, ça, ces frais-là, vous ne les payez pas, c'est absorbé dans le prix. Okay? Donc, ça, c'est pour le cloud. Maintenant, on est tous, en réalité, on a beaucoup de personnes qui sont encore hybrides. Donc, il faut aussi protéger nos données qui sont dans nos centres de données locales. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est là qu'on a une autre appliance qui s'appelle Hyperscale X. OK? Puis Hyperscale X, c'est notre plateforme qui est en scale-out. Donc, on commence avec 3 nœuds, puis on rajoute des nœuds au fur et à mesure qu'on a besoin de plus de capacité. Cette plateforme-là va vous donner l'immuabilité. On veut s'assurer que les données qu'on met dans ces plateformes-là ne soient pas modifiables. OK? Ici, on peut voir qu'on a 3 différentes saveurs. On a la Hyperscale normale, on peut l'avoir en mode appliance, on peut aussi l'avoir avec Reference Architecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous un manufacturier hardware que vous aimez? Si vous faites du Dell, du HP, du Cisco, bien, vous allez utiliser ce vendeur-là. On va vous donner un bill de matériel pour dire, regardez, pour monter les clusters, voici ce qu'il vous faut, puis on va monter la plateforme de Hyperscale X dessus. OK? Mais le but, c'est de rentrer vos données pour qu'ils soient immuables. On a aussi la Hyperscale Edge pour les remote office. Donc, on peut envoyer aussi un appliance dans vos sites qui sont éloignés ou ce qu'on peut envoyer
nos données immuables à ce niveau-là. Merci. Fait que donc, je suis capable de protéger mes données locales, c'est blindé, anti-ransomware. Et en plus de ça, ben, j'ai ma version dans le cloud, Air Gap Protect, puis un prix fixe, facile à budgéter. J'adore ça. J'adore ça. OK, mais là, je me suis fait attaquer, puis je dois restaurer mes données. Parfait, je sais qu'elles sont là, elles n'ont pas été encryptées, mes données de sauvegarde, je vais être capable de les restaurer. Mais disons que les serveurs que j'ai sauvegardés, les mauvais acteurs étaient déjà présents avant. Ils étaient dormants, ont mis un virus dans mon serveur dormant. Puis moi, ça fait je ne sais pas combien de semaines que je le sauvegarde. J'envoie ça dans mes sauvegardes. Là, j'ai un problème parce que si je viens pour restaurer mes sauvegardes, je vais ramener le virus qui va juste se redéclencher plus tard. Puis c'est quoi, ils font? Ils me demandent une deuxième rançon. Je ne sais pas comment ça marche dans ce temps-là. Mais y a-t-il un produit, Pat? Tu sais qu'il faut que je me lève à côté de toi. J'ai l'air d'un nain de jardin. Hein? Pas mal tout le monde à côté de moi, là. OK. Une bonne chose que Carl a dit, si on se rappelle, il faut changer notre mindset. Le ransomware, là, ça se fait au cours du temps. Ce n'est pas fix in time. Tu sais, fix in time, que je veux dire, quelqu'un délite un fichier, ça s'est fait à ce moment-là, on peut le restaurer. On a un désastre, un recouvrement de désastre, boum, on passe sur notre DR site, on repart notre production. OK? Mais un ransomware, c'est encore sur le temps. Puis, qu'est-ce qui a été compromis? Est-ce qu'on a une façon de le savoir? Je vous disais tantôt, j'ai été victime d'un ransomware dans mon temps passé. Puis, qu'est-ce qui m'a sauvé la peau, on pourrait dire? C'est que j'ai réussi à trouver un point de recouvrement. Mais la façon que j'ai recouvré le point de recouvrement, c'était vraiment, je pense que celui-là, il est valide. Je n'avais aucun outil qui était capable de me dire, « Hey, ton point de recouvrement, il est bon. » Ou « Ton fichier qui est là, il est correct. » Donc, y a-t-il l'outil qu'on cherche? Puis l'outil, c'est ThreatScan. Puis avec ThreatScan, on est dessus. Ouais, je te l'ai. Oui, tu l'as avancé pour moi. Mais On en a fait une vite. je suis gentil comme ça. Donc, ThreatScan, OK, c'est cet outil-là qui va regarder tous nos points de recouvrement. Il va utiliser l'intelligence artificielle, le machine learning pour regarder toutes nos données. Puis ensuite de ça, il va pointer les données, les fichiers qui vont dire, « Oh, regarde, selon certains critères, je suspecte. » J'ai tout le temps l'anglais pour dire « This file is suspicious. » OK? Donc, ce fichier-là est peu recommandable. Au moins, je suis au courant. Donc, en ayant cet outil-là, je peux commencer à valider mes points de recouvrement. Je peux valider qu'est-ce que je remets ou que je vais récupérer est clair de risque. OK? Puis, qu'est-ce qu'on va parler dans la prochaine slide? C'est La suite. la suite. C'est ça. C'est que là, maintenant, j'ai scanné mes points de recouvrement. Je suis capable de savoir lequel qui n'est pas infecté. Donc, je peux commencer à restaurer ma production. Tant mieux, parfait. Là, le problème qu'il y a, c'est que j'ai probablement ma compagnie d'assurance qui, elle, veut faire enquête, veut voir qu'est-ce qui s'est passé. Elle aimerait peut-être investiguer le ransomware qui était sur les serveurs, tout ça. Mais là, je ne suis pas pour aller restaurer ces serveurs-là avec le virus en production pour qu'ils puissent aller faire leur enquête, parce que là, ça se peut que je sois encore dans le même trou. Troisième rançon, ils sont rentrés à 3 rançons, ils vont me demander. Non, à la place, j'aurais besoin d'un endroit isolé, facilement que je puisse partir, restaurer mes serveurs, puis même peut-être les tester régulièrement, ces recouvrements-là, pour voir, tester mon plan de relève. Est-ce que je pourrais avoir un endroit isolé pour faire ça? Puis peut-être des outils pour m'aider à restaurer mes données le plus rapidement possible. Patrick? Merci beaucoup. Ça, je l'ai On pas a. avancé. Tu l'as pas avancé? Non. Tu n'avais même pas avancé à la slide. Mais non. C'est ça qui parlait. Donc, qu'est-ce qu'on va parler? C'est de Clean Room. Clean Room, c'est ça qu'on va parler. OK? Puis, dans Clean Room, c'est quoi le but? C'est d'avoir une place isolée qui, je peux tester, analyser mes fichiers. Tu sais, je vous ai parlé tantôt de ThreatScan. Il est arrivé puis il m'a dit, « Oh, attends un peu, tu as un fichier qui est suspicious. » Mais là, il me faut une place pour faire mon forensic, il faut faire l'analyse. Donc, où est-ce que je peux aller la faire?
je peux aller dans ce qu'on appelle clean room, l'environnement isolé qu'on va créer. Puis quand on fait le clean room, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment, on va aller restaurer une copie de votre COM-cell. OK? Votre COM-server, on va le restaurer en read-only. Ensuite de ça, on va aller chercher une des copies immuables dans votre Air Gap Protect. Puis c'est ça qu'on va aller restaurer dans un de vos tenants. Parce que pour déployer le clean room, il faut qu'il y ait un petit peu de groundwork de fait, de travail de base, dont avoir un tenant, avoir un petit peu de réseau pour pouvoir déployer la copie ou ce qu'on veut faire de l'analyse. OK? Donc ça, c'est à l'intérieur du clean room. À part ça, au niveau du clean room, c'est vraiment l'endroit isolé. OK? C'est temporaire. C'est ça que j'avais oublié de vous dire, c'est que c'est temporaire, ce clean room-là. C'est fait pour faire des tests, pas pour recouvrir, dire « Ah, ça va être ma place pour recouvrir ma production ». Non, c'est pour faire des tests. Vous pouvez ramener suite à une analyse, vous avez fait votre forensic, vous avez amené votre application est à roule. Donc, à partir de là, vous pouvez la garder temporairement pendant que vous êtes en train de remonter votre site ou votre application sur votre site de production. OK? Ça, c'est au niveau du clean room. Puis, sur la prochaine slide, c'est les nouveaux features que Jérôme va vous présenter. Donc, je me suis porté volontaire pour les nouveautés cette année. Oui, merci. Je vais vous parler Bout, hein, c'est ça. d'une des nouveautés qu'on a cette année, puis c'est Patrick. Donc, il est engagé au printemps. Hey, Puis, ça fait quoi, quelques mois maintenant? throw under the Fait bus. que, il y a une semaine, on lui a dit « C'est toi qui présente. » Belle Bien fait ça, hein? Yes! Il y a une chose qu'il ne vous a pas dit, c'est que Jérôme a aussi fêté ses 10 ans. Yes. Donc, ouais, c'est ça. Je vais vous parler de quelques nouveautés qui, dans le fond, qui ne fitaient pas. Là. L'histoire était fantastique. Dans le fond, on a parlé qu'on est capable d'identifier nos risques au départ. Ensuite, on va détecter potentiellement les attaques avant qu'elles se produisent. Ensuite, on va s'assurer que notre plateforme est sécuritaire avec Security IQ, puis on va avoir un outil qui nous aide à détecter les anomalies. On va déposer nos backups dans une voûte immuable, AirGap. On va avoir un outil pour scanner cette voûte-là pour s'assurer qu'on ne restaure pas des items compromis. Et on va avoir le Clean Room qui va être facilement orchestré pour être créé on demand rapidement en cas où on a un événement important auquel on doit faire du forensic. Donc, les petites nouveautés qui ne fitaient pas dans toute cette histoire-là, bien, la première chose, AirGap Protect et Clean Room Recovery, quand on a lancé ça l'an passé. Donc, on a travaillé d'abord avec notre partenaire principal et AirGap Protect était disponible sur Azure et sur Oracle, puis Clean Room Recovery sur Azure. Bien, cette année, la nouveauté, c'est que ces features-là sont maintenant disponibles pour nos clients AWS. Donc, ce n'est pas que vous ne pouviez pas l'utiliser avant, mais pour les gens qui sont sur AWS, le défi, c'est que là, il fallait prévoir, par exemple, les frais de transfert intercloud de réseau qui pourraient s'appliquer. Donc, ça facilite énormément l'utilisation de ces features-là pour ces clients-là, puisqu'on est maintenant disponible aussi dans AWS. Donc, une autre grosse nouveauté, on a été ça fait très longtemps qu'on fait la protection d'Office 365, puisque pratiquement, c'était là où la demande était. Cette année, on a introduit la protection de Google Workspace. Il commence à y avoir pas mal de gens là, qui adoptent cette plateforme-là. Puis notre but, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir un seul outil pour gérer toutes vos données dans toutes les plateformes autant que possible. Et l'ajout de Google Workspace, là, on est fiers de vous permettre d'avoir cette capacité-là de s'étendre auprès de vos infrastructures SaaS. Un bel ajout. Oui. Une autre nouveauté, je veux dire, ça fait très longtemps qu'on fait la protection de Active Directory pour le on-prem.
Mais une nouveauté cette année, c'est qu'on a grandement amélioré cette fonctionnalité-là. Entre autres, pour être plus granulaire, être plus flexible, mais on a aussi ajouté la protection de Entra ID à notre offre. On s'est rendu compte, en tout cas, ça fait quand même un petit bout de temps, là, que lors des cyberattaques, c'est un excellent vecteur, l'attaque de Entra ID, pour mettre vos organisations à genoux rapidement. Donc, d'avoir une bonne protection robuste de Entra ID, ou Azure Active Directory, là, l'ancien nom, c'est essentiel. Et on s'est assuré d'avoir cette fonctionnalité-là intégrée à notre plateforme. Et on a aussi, de l'autre côté, ajouté des fonctionnalités additionnelles à notre offre de protection Active Directory traditionnelle, dont l'orchestration d'une forest-wide recovery. Donc, vous pouvez reconstruire la forêt from scratch à partir d'un backup orchestré qui fait toutes les étapes là, que vous feriez à la main. Là. L'idée derrière ça, c'est de vous sauver du temps et accélérer votre processus de recouvrement. Une autre fonctionnalité qui est très nouvelle puis qui est assez, je dirais, exceptionnelle, on a appelé ça Cloud Rewind. En anglais, c'est quoi le mot? Game changer? Oui, je dirais game changer. Ouais. Donc, vos organisations ont probablement tous commencé à déployer des applications, à faire des configurations dans un ou plusieurs fournisseurs infonuagiques. Donc, avant que vos applications atterrissent dans ces tenants infonuagiques-là, vous avez fait de la configuration. Donc, vous avez configuré la sécurité de votre tenant, vous avez configuré des vignettes, des ranges IP, vous avez créé un paquet de ressources. Des load balancers, des firewalls. Puis vous avez fait un paquet de configurations qui fait que vos applications qui sont dans l'infonuagique, nous, on est capable de protéger les données, les VM, les fichiers, les objects, les databases, mais la configuration des ressources de votre cloud qui permet l'accès et au fonctionnement de ces applications-là, bien, Cloud Rewind, c'est ce que ça fait. On fait la découverte de toutes ces ressources-là. On les documente, puis on les protège, puis on vous permet de les reconstruire on demand. Donc, en termes de résilience pour tous vos environnements qui sont infonuagiques, là, puis on le fait dans les plus grands fournisseurs populaires, là, donc les grands joueurs. Donc, on est capable de reconstruire on demand toute votre configuration cloud, que ce soit en place ou genre dans une autre zone de disponibilité ou dans une autre région, toute votre configuration from scratch pour qu'ensuite on puisse restaurer vos données puis que ce soit fonctionnel avec très peu d'efforts. Autrement dit, trouver toutes les dépendances. Exactement. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée cette année puis qu'on est très fiers de vous présenter pour. Puis si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin à ce sujet-là, là, ça va nous faire plaisir de vous faire une démo, un trial, ou, etc. Faire même des démos, des fois. Merci. OK, donc là, je pense que là, je commence à pas mal comprendre c'est quoi la cyber-résilience. C'est pas mal plus que juste du backup, n'est-ce pas? On a vraiment cette quatrième dimension-là. Maintenant, si moi, comme entreprise, je veux me lancer dans la cyber-résilience, moi aussi, j'aimerais ça me protéger, mais il me manque peut-être un peu de connaissances, j'ai des questions ou j'aimerais discuter d'architecture. Gênez-vous pas. Marco, moi-même, on est disponible ici tout le reste de l'après-midi. On va être à la section centrale. Venez voir nos amis de chez Commvault à leur kiosque également, qui est juste à côté, d'ailleurs. Gênez-vous pas, venez nous voir. Mais si, par exemple, je manque même de ressources pour peut-être mettre les choses en place ou quelque chose comme ça, ben comment est-ce que ITI peut m'accompagner là-dedans pour m'aider à travers ce voyage-là? Marco? Merci, Carl. Merci, messieurs. Donc, Ah oui, le dernier, je l'avais oublié. correct, c'est correct. Oups, un petit peu trop vite. Donc, effectivement, comment nous, chez ITI, on est en mesure de vous aider? Donc, que ce soit dans n'importe quelle sphère, on n'a pas seulement une équipe qui grossit encore, on a une équipe qui s'agrandit aussi. Oui, c'est deux choses. Ouais, c'est ça. Donc, premièrement, on a une équipe de services professionnels très formée, certifiée de A à Z sur toutes les sphères du
du logiciel Commvault. Donc, on a toute l'expertise nécessaire pour être en mesure de vous aider sur que ce soit un simple appel de service, que ce soit une demande ponctuelle ou que ce soit une refonte de votre infrastructure de A à Z. On a les personnes ressources pour vous aider dans ce domaine-là. Donc, dans le même ordre d'idées, si vous avez besoin de faire une analyse de résilience, donc vous avez besoin d'analyser votre environnement de sauvegarde pour savoir où sont les lacunes, quels points vous pouvez améliorer. Donc, on a des analyses bâties pour vous qui vont faire en sorte qu'on va s'asseoir avec vous, qu'on va analyser votre environnement, qu'on va vous écrire un rapport, qu'on va vous donner des références pour vous dire, voici, monsieur le client, quels sont les points améliorés, quels sont les points qui sont conformes, quels sont les points qui sont non conformes. Donc, on est capable de faire ce type d'exercice-là avec vous. Ensuite de ça, on sait que le backup, ce n'est pas sexy. Donc, les gens n'aiment pas ça, faire gérer le backup. Donc, on a aussi, c'est une équipe dédiée. Donc, on a une équipe de services gérés qui est en mesure de vous aider, que ce soit pour simplement monitorer votre environnement sur une base quotidienne pour s'assurer que tout fonctionne bien et que tout ce qui doit être sauvegardé est bel et bien sauvegardé, que vous n'avez pas d'erreur. Et on peut même aller plus loin. Donc, si vous voulez qu'on soit proactif, réactif, on peut être en mesure de dire, OK, bien nous, backup, on ne veut pas s'en occuper. Occupe-toi-en de A à Z. Fais pas juste la surveillance, mais si j'ai des restores à faire, je veux que tu t'en occupes. Bien, on a un programme qui est fait pour ça. On est capable de répondre à vos besoins de A à Z. On est maintenant, depuis bientôt près d'1 an, un partenaire MSP. Donc, on est maintenant un partenaire élite avec Commvault. Donc, tout ce qui est la portion Commvault Cloud, on est en mesure de provisionner, que ce soit des clients existants qui sont dans le mode Commvault Cloud traditionnel et qui veulent s'en venir avec nous, ou un nouveau client qui veut dire, moi, je veux du Commvault Cloud as a service dans le cloud. On est en mesure de déployer des environnements tout aussi sécures. C'est dans Microsoft Azure, même niveau de sécurité, même niveau de conformité, sauf qu'on a certains petits avantages. On est capable de vous donner un peu plus de granularité sur certains features. Donc, par exemple, dans le mode traditionnel, les packs de VM sont vendus en pack de 10, tandis que dans notre mode MSP, on est capable de les vendre à l'unité. Donc, c'est peut-être alléchant pour les plus petits clients, mais autant, on est capable de répondre aux besoins autant des petits clients et des gros clients. Un autre avantage, bien, le support. Les appels de service vont être gérés à l'interne, chez nous, par notre équipe de services gérés, niveau 1, niveau 2. Un support local, bilingue, en français, en anglais. Donc, on commence à avoir une équipe qui s'agrandit de jour en jour. Donc, ça complète notre présentation. Comme je dis, si vous avez des questions, que ce soit ITI, Commvault, on est là pour y répondre. Donc, s'il y en a présentement, gênez-vous pas. Il nous reste un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Mais avant les questions, je veux juste prendre une minute pour vous remercier. Merci d'être ici. Exactement. Merci de beaucoup. venir à cet événement-là. On est tous très occupés. Moi, le premier, donc tout le monde ici aussi, j'en suis certain. Merci de nous avoir donné votre temps aujourd'hui et d'être venu nous écouter. Merci infiniment. Donc, comme disait Marco, il nous reste 8 minutes. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. C'est le temps, on peut les prendre tout de suite. Ou sinon, venez nous rencontrer, il n'y a pas de problème non plus. Oh, je pense qu'on a une question en arrière dans le fond. Oui. Si vous voulez, il y a même un micro, je pense, ici, si vous voulez poser la question au centre. Gênez-vous pas. Ouais. Ma question revient au Cloud Rewind que vous avez présenté. J'aimerais savoir au niveau de la reconstitution des données, je voulais savoir, est-ce que ça peut impacter aussi les versions antérieures des applications ou bien la version originale sera restaurée aussi ou bien? Bien, quand on choisit un point in time puis on ramène un point in time, dans le fond, c'est au niveau du tenant. Donc, on va ramener le tenant au point in time. À moins que c'est exactement ça. Si je dis quelque chose de stupide, tu me corriges, s'il te plaît. C'est ça. Donc, en fait, ça va devenir un avantage pour ce qu'on appelle le drift. Hein? Vous avez votre configuration cloud que vous avez toute documentée. Elle est parfaite. Puis là, il y a des applications qui s'installent puis des gens qui travaillent dedans. Puis là, il y a des modifications qui sont faites.
Puis là, vous n'êtes plus comme votre doc. Vous êtes différent maintenant. Bien, le Cloud Rewind vous permet de voir toutes ces versions-là puis de reculer dans le temps à n'importe quel point, là. Donc, puis ça peut être utile dans un cas d'erreur humaine, de mauvaise configuration, de revenir une version en arrière. Exactement. Ou ça pourrait être utile dans le cas où vous avez compromis. L'administrateur de votre tenant a été compromis. Il s'est donné des accès, puis vous voulez reculer à une version qui était sécuritaire. Donc, c'est le but de cette plateforme-là. Donc, en résumé, ça serait reconstitué, mais il va aussi corriger les erreurs. Oui, exactement. Ouais. Il va te ramener au point. Le plus Parce récent. que lui, il prend comme des snapshots dans le temps de ton infrastructure. Donc, il regarde vraiment toutes tes dépendances. Puis, à un moment donné, tu as plusieurs snapshots. Il va te ramener au point dans le temps, à ce niveau-là, où ce que ton application Donc, était. on découvre les ressources et les configurations. D'accord. On les sauvegarde et on construit le runbook pour les reconfigurer. Exactement. Donc, à chaque fois que on capture un nouveau point de recouvrement, ben, peut-être qu'il y a eu des changements dans les configurations depuis le précédent. Ces changements-là vont être capturés. Donc, lorsqu'on choisit ce recouvrement-là, ce point in time-là, il va nous ramener à ce point-là avec ces changements-là. Si je reviens avant, bien, les changements de configuration qui n'étaient pas encore présents, non, il va ramener à avant, puis elles ne seront pas là. Donc, c'est vraiment, il faut voir ça comme une image, une photo de mon environnement que j'ai pris à ce moment, au point de recouvrement-là. Lorsque je choisis de revenir à ce point de recouvrement-là, tout ce qui était présent à ce moment-là, toutes les configurations qui étaient en place à ce moment-là vont être restaurées. Et c'est granulaire. Oui. Pas obligé de récupérer tout. Non, Je effectivement. pourrais prendre juste une section. C'est super. Ça répond répond à à ma ma question, merci. Parfait. Merci à vous. Oh, il y en a une deuxième. Oh, une deuxième question? Ben oui, allez-y. Concernant votre produit Air Gap Protect, je reconnais que c'était en mode lecture seulement et donc ça protégeait contre le risque d'encryption de la donnée puis de la destruction. Exactement. Qu'en est-il du risque du vol de données confidentielles? Est-ce que la donnée peut quand même, sans être cryptée et être Ben, volée? Ça, c'est une excellente question parce que, premièrement, il faut comprendre que lorsque les données sont écrites dans le stockage par le logiciel Commvault, ces données-là sont en format Commvault, tout d'abord, ce qui est déjà presque impossible à comprendre et à lire, mais en plus de ça, ils sont encryptés. Ça. Le problème, souvent, c'est pas tant dans les données de sauvegarde. Ce sont mes données de production qui ont des données sensibles, puis des fois, ils ont des points d'accès que je ne suis peut-être pas au courant, où j'ai des données, ils sont à tel endroit, ils ne sont pas supposés être là, puis il y a des données sensibles là-dedans. Donc là, je peux exfiltrer des données par accident. C'est là qu'un des premiers produits qu'on a parlé, qui est Risk Analysis, va vous permettre de comprendre, wow, comment ça, j'ai des données dans ce OneDrive-là, qu'il y a des numéros de carte de crédit, puis des choses comme ça, des numéros d'assurance sociale. Je ne suis pas supposé avoir ça là. Ça, c'est Risk Analysis qui va vous donner cette image-là. Là, une fois que vous avez cette image-là, bien, vous, comme organisation, vous êtes capable de dire, OK, bon, ben là, j'ai une faille là, j'ai un point, corrigeons ça, puis là, je vais diminuer mes risques d'exfiltration de données qui est votre problème présentement, ce contre quoi vous voulez vous protéger. Donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus le produit Risk Analysis qui va vous aider pour ça. Puis, pour répondre précisément à votre question, Gap Protect a été conçu pour que les données qui sont stockées à cet endroit-là ne puissent pas être accédées autrement que par votre console Commvault. Donc, Il n'y a il n'y a personne qui peut y aucun autre accéder. accès. C'est un protocole propriétaire. C'est un tunnel TLS qui est négocié par certificat. Donc, des c'est deux bouts. AirGap. C'est AirGap, dans le fond. C'est stocké avec des clés d'encryption qui sont stockées dans votre serveur Commvault. Donc, c'est conçu pour que, même si, exemple, un employé de Commvault rentrait là, il ne peut pas, mais mettons qu'il pourrait, il ne serait toujours pas plus Non. capable de lire vos données. Puis le lien qui relie jusqu'à votre air gap, ce lien-là, il est temporaire. Ce n'est pas un lien permanent, là. Donc, dès que j'ai fini d'utiliser air gap, après ça, le lien La TLS, connexion est fermée. elle se ferme. Elle ne peut pas être corrompue parce qu'elle est reçue derrière. Ouais. Exactement. Exactement. En plein ça. Exactement. Merci. La fonctionnalité Risk Analysis se fait on va dire, après, oui, exemple. Post, Ouais, c'est c'est ça. Post. En post-process. Donc, c'est-à-dire qu'on prend nos sauvegardes et
à partir de la première copie de sauvegarde, on va avoir un engin d'indexation qui va indexer le contenu. L'idée étant d'indexer l'intérieur des documents là, pour avoir les mots à l'intérieur. Ce n'est pas juste une métadonnée de base, c'est de l'indexation full text. Donc, les mots qui sont dans le document C'est ça, Word, ouais. les mots qui sont dans les courriels, les mots qui sont dans l'attachement du courriel. Donc, vraiment, là, le contenu de ces fichiers-là, C'est ça. c'est ce qui va être indexé. Une fois que cet index-là est généré, c'est là que notre engin d'intelligence artificielle va détecter les patterns, identifier les données sensibles, et c'est à partir de ce dashboard-là qu'on peut prendre des décisions. Fait que oui, ça se fait en post-process, mais ça se fait en post-process, genre, à tous les jours, tu vas faire un backup incrémentiel, puis il va pouvoir le faire uniquement sur les nouvelles données de la journée, finalement. Donc, ça va être très rapide, là. Ça tombe bien, il nous reste 1 minute. On va en profiter. Prenons une dernière question. Ça peut être plus qu'1 minute. Allez-y. Bien, Metallic, en réalité, a été renommé. Commvault Cloud, c'est maintenant Metallic. Les deux. Il y a Commvault Cloud SaaS, qui est ça, métallique, et métallic. Commvault Cloud Software, qui est le Commvault traditionnel qui est Installé géré sur par le site. client. Mais dans les deux cas, ce qu'on a parlé aujourd'hui, là, c'est disponible. Exactement. OK. Mais il faut juste comprendre que le nom métallique, en réalité, existe encore en arrière-plan, mais toutes les fonctionnalités, lorsqu'on parle de Commvault Cloud, c'est les mêmes fonctionnalités que métallique. C'est le même produit. Là. Leur but est de rendre ça transparent pour l'utilisateur. Exact. Les deux, c'est la même chose. Oui, allez-y. Oui. Ben oui. Ça coûte combien pour? 1 Tera. Ça dépend ce que vous voulez protéger. Parce qu'on est quand même granulaire. Est-ce que vous voulez protéger du Office 365? Est-ce que vous voulez protéger des VM? Est-ce que vous voulez protéger des données sur site? Est-ce que vous voulez... Donc, c'est... Moi, ce que je vous dirais, si vous avez des questions pour le pricing, pour un cas spécifique, venez nous voir. Parce que là, on va pouvoir en discuter en longueur. Vous allez être capable de nous exprimer vraiment votre besoin, votre cas. Puis là, on va être vraiment capable de vous dire combien ça... On n'est pas loin, on est juste ici. Là. Je pense que ça va être plus facile pour vous puis plus bénéfique que peut-être juste pour vous poser la question là puis qu'on vous réponde quelque chose en 30 secondes puis que vous manquez le 3/4 de l'information. Là. On va pouvoir se parler. C'est une très bonne question. C'est du cas par cas. D'autres questions? Adam, c'est pas de question? Non? Ah, bon. Ben, merci infiniment encore. Merci beaucoup.